Bienvenue sur Tiara Pro, la plateforme qui aide les jeunes talents de la diaspora à comprendre les règles du jeu professionnel, occuper leur place avec assurance et bâtir une carrière qui a du sens. Je suis votre hôte Inès Solène et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et à tous, welcome. Vous écoutez Tiara Pro, le podcast de la diaspora audacieuse qui vous donne des stratégies pour savoir comment vous distinguer, vous démarquer dans votre environnement. Aujourd'hui, je reçois une intervenante qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est une grande sœur à moi. Elle s'appelle Bernadette Ongombe Sangaré. Elle est expert comptable et commissaire aux comptes de formation et elle exerce actuellement dans un cabinet international de dite à Libreville au Gabon. Je vais la laisser se présenter, mais je vous précise qu'on va parler d'une thématique très très passionnante. On va parler de comment trouver sa place en tant que femme dans un environnement compétitif. Bonjour Bernadette. Bonjour Inès, ravie d'être avec toi. Tu sais que moi aussi, ça me tient à cœur d'être là. Tu sais quels sont les liens que nous avons. Donc, merci beaucoup de ton invitation. En tout cas, je suis très très honorée de t'avoir. Surtout quand je sais la thématique que nous allons aborder, parce que je trouve que tu l'incarnes parfaitement. Donc, pour nos Ah. auditrices et nos auditeurs, je vais te laisser te présenter, s'il te plaît. Merci encore, Inès. Alors, donc, je m'appelle Bernadette Ogumbe Sangaré. Je suis expert comptable de formation. J'ai passé 10 ans en France après mon bac que j'ai eu au Gabon. Donc, après mon bac au Gabon, je suis allée en France pendant 10 ans où j'ai effectué ma formation d'expertise comptable. Et au bout de 10 ans, oui, dix ans, je suis rentrée au Gabon. Et au fil des eaux, je suis devenue expert comptable, maintenant associé local dans un cabinet international. Waouh, un profil qui colle parfaitement à notre vision chez les Tiara Pro, puisqu'on s'adresse à la diaspora directement et particulièrement aux femmes. Les hommes sont bien les bienvenus, mais particulièrement aux femmes. Je vais aller Oublié droit. dans ma présentation, excuse-moi, de préciser que je suis maman de 2 filles. Je crois que ça, c'est super important de le dire. Je Oui, suis maman de 2 filles, une de 8 ans et une de 12 ans. yes. Ça, c'est la différence majeure qu'il y a entre un homme et une femme. Cet aspect d'être maman et de gérer donc une vie professionnelle et une vie de maman. Absolument, absolument. D'ailleurs, merci pour la précision. On leur fait des gros bisous. Ok, on va aller droit au but, vu qu'on va parler vraiment de carrière. Je vais me mettre un peu dans la peau d'une recruteuse qui vient de voir ton CV. Et je constate qu'il y a plusieurs fois eu des changements dans ta carrière, plusieurs fois des changements d'employeur. Et j'avoue que ça, c'est quelque chose qui m'a interpellée. Donc, je voulais savoir si tu pouvais un peu nous raconter, nous faire la voix de ton parcours professionnel depuis que tu es rentré au Gabon. Alors, pourquoi mon CV serait, il y aurait plusieurs employeurs? C'était la force des choses. Déjà, premièrement, lorsque je rentre au Gabon, je suis expert comptable stagiaire, donc forcément, la base, vraiment la base, c'est de rentrer dans un cabinet d'expertise comptable pour avoir cette expérience en expertise comptable. J'y ai fait 5 ans. Mais c'est vrai que j'ai changé. La principale raison pour laquelle j'ai changé, c'était d'abord en termes de temps. C'était d'abord le temps. En cabinet d'expertise comptable, le temps était vraiment compliqué pour que je puisse justement aller au bout de mon expertise comptable. Parce que mon expertise comptable, je l'ai au Gabon. Donc j'ai un poste qui se libère. Mais la deuxième raison aussi, c'était parce que j'étais orgueilleuse, je crois que je vais le dire. À 30 ans, je venais d'avoir 30 ans et pour moi, l'objectif, c'était de passer déjà à un stade de responsabilité. Et ce qu'on me proposait lorsque j'ai changé, c'était d'être responsable financière dans une entité publique. Donc j'ai accepté ce challenge-là et je suis allée 4 ans dans cette entité publique. Ensuite, cette entité publique, c'était très intéressant parce que j'ai appris beaucoup de choses. Et aussi là, par la force des choses, j'ai appris beaucoup de choses, mais j'y suis allée vraiment pour cette étape de RAF, d'avoir une étape de RAF et d'avoir mon expertise comptable. Donc, une fois que ces deux objectifs étaient réunis, en fait, je suis passée maintenant à l'autre, oui, une troisième étape qui était de me mettre un peu à mon compte. Donc, je me suis associée avec un autre
expert comptable, qui avait déjà une branche dans un autre pays, en Guinée équatoriale, et qui n'avait pas vraiment développé le Gabon. Donc, c'était pour nous un partenariat gagnant-gagnant. Et donc, je me suis établie au Gabon, où j'ai géré le bureau du Gabon. Et là encore, j'étais une très belle expérience parce que ça m'a permis aussi bah, là, d'être patronne, en fait, de devenir réellement patronne. Et belle expérience, mais finalement, l'opportunité du cabinet international m'est venue. Et les opportunités que ça ouvre, c'est-à-dire avoir des clients un peu plus de renom, euh, d'aborder des thématiques un peu plus complexes. Donc, je dirais en conclusion que mon parcours, je pense que c'est l'évolution des choses. L'évolution, c'est vrai que c'était plusieurs d'autres. Alors, d'autres, si je compare hein, à d'autres personnes qui peuvent avoir le même parcours et avoir la même finalité, entre guillemets, donc être associé dans un cabinet d'expertise comptable. D'autres font cabinet d'expertise comptable du début pendant 15 ans et ensuite ils deviennent associés. Mmh. Moi, c'est vrai que c'était, comme je dis, hein, c'était vraiment, j'ai fait mon expérience en entreprise parce que je voulais un poste de responsabilité. Et donc, j'ai pas fait ce parcours dans un seul cabinet. Et avec du recul, moi, je suis très, très fière de mon parcours. Je suis très fière de mon parcours. Ça m'a permis de rencontrer plusieurs personnes, de comprendre beaucoup de choses. En parlant avec des recruteurs, Mmh. des personnes, des directeurs généraux qui cherchent des personnes à recruter dans des postes de DAF, de directeurs financiers, dans des grandes boîtes, le format typique cabinet, souvent on les jette. Parce qu'ils trouvent que c'est pas, la personne n'arrive pas à s'adapter à un autre environnement. Or, l'environnement de l'entreprise, et l'environnement du cabinet peut être différent. Donc, je ne regrette pas mon parcours. J'aurais aimé peut-être avoir avant plus d'expérience dans un cabinet international, mais je regrette pas mon parcours. Puisqu'à la fin, je finis toujours dans ce cabinet international. Waouh! C'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, certaines personnes pensent qu'il faut toujours faire les choses de manière linéaire et c'est intéressant d'avoir un autre point de vue et se dire qu'OK, je peux commencer d'abord dans une entreprise, évoluer vers une entité publique, vers un cabinet avant même de m'associer. Est-ce que tu dirais que c'est une stratégie qui s'est imposée à toi? Ou est-ce que tu l'avais pensé dès le départ? Tu savais dès le départ que tu aurais aimé évoluer comme ça? Vraiment, non, hein, je vais le dire, parce que dans notre métier, justement, on est très prototypé pour entrer en cabinet, pour rester à vie en cabinet, pour devenir associé. Tout le monde ne le fait pas, hein, ça c'est clair, tout le monde ne le fait pas et vous verrez beaucoup d'experts comptables qui ne le font pas. Et cette opportunité d'aller ailleurs, de Mhm. m'ouvrir à autre chose, est venue à moi. Et je ne la regrette pas parce que réellement, elle m'a permis d'être un manager plus tôt, beaucoup plus tôt que d'autres. Elle m'a permis de mieux euh, gérer l'intelligence émotionnelle, de mieux gérer les gens beaucoup plus tôt que, après, je vais pas, si je dis ça à une autre personne d'un cabinet dira, mais non, C'est ton mais point de vue, c'est ton point de vue. On est là pour avoir ton point de vue. non, c'est ça. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé en termes de réseautage. C'est là-bas que j'ai appris à réseauter. Mm. C'est vraiment dans le fait d'avoir eu ces expériences qui m'ont permis d'arriver à réseauter, qui D'accord. m'ont permis de mieux m'affirmer et surtout de mieux comprendre mon environnement. Lorsque Mm. l'on est figé dans un seul environnement, on ne comprend que cet environnement. Alors que lorsque l'on sort, on se rend compte qu'en fait, à part le nôtre, il y a autre chose. Et donc, ça nous permet vraiment de bien agencer, d'avoir une intelligence émotionnelle différente. Mm. Honnêtement, Mm. ça, c'est mon point de vue et c'est mon expérience. Je pense que de ces différentes expériences me permettent d'avoir une intelligence et un recul sur beaucoup de choses différemment de quelqu'un qui aura fait une expérience complètement linéaire. C'est très intéressant, effectivement, mais quelqu'un pourrait se demander comment est-ce que tu sais à quel moment partir? Comment est-ce que tu sais que là, je suis arrivée au terme de ce Ouais, cheminement-là, il faut que je switch? exactement. Exactement. Alors, moi, je dirais, comme je le redis, peut-être que dans ma carrière,
au début, peut-être que je suis partie trop tôt. Je dis bien peut-être, mais avec des peut-être et des si, on peut tout faire, hein. Mais je dirais que là où on sait qu'on doit changer, c'est lorsque l'on commence à ne pas évoluer. Vraiment, si on n'évolue pas, ça fait 3 ans qu'on fait la même chose et que, or, sur le plan personnel, bah, quand je dis personnel, c'est la personnalité, on sent que notre personnalité évolue. Oui, si votre environnement ne vous le permet pas de faire face, d'exprimer complètement votre potentiel, partez, partez. Vraiment, essayez de trouver autre chose. Très souvent, vous savez, déjà, il y a des environnements où on est tellement habitué et où la personne aussi est tellement habituée à vous que finalement, elle ne voit pas votre potentiel. Donc, partir, montrer ce que vous pouvez faire ailleurs, être valorisé ailleurs, c'est aussi important pour Mmh. soi, pour la confiance en soi et pour l'apprentissage. Donc, n'ayez pas peur de partir lorsque vous voyez que vous stagnez et qu'on ne vous propose rien en termes d'évolution. Mmh mh. Et quel grade avais-tu lorsque tu décides de quitter le monde du cabinet pour celui de l'entreprise, premièrement? Alors, ouais, je suis partie le grade avant manager. Donc, j'avais déjà une expérience un peu de management des équipes. Mais en cabinet, je ne trouvais plus. C'était surtout l'expertise comptable, hein. C'était vraiment avoir mon diplôme. Je trouvais que je stagnais vis-à-vis de mon diplôme parce que j'avais pas le temps de le faire. Et je trouvais qu'en termes de notoriété, le poste que j'avais, je ne me sentais plus valorisée. Mmh. Honnêtement, c'était vraiment les 2 points qui m'ont fait partir. Mais je suis partie au avant manager. Effectivement. Et là, c'est bien de rembrayer sur ça. Attention à partir trop tôt. Et ça revient à un élément dont on avait déjà discuté. Il faut partir une fois que l'on consolide sa technicité. N'essayez pas de... Vous savez, il y a des grades. Euh, que ce soit dans il n'y a pas besoin de l'expertise comptable, mais partout. On commence à maîtriser ce qu'on fait au bout de 3 4 ans. Vraiment, on commence à maîtriser ce qu'on fait au bout de 3 4 ans, à être... voilà. Donc, avant de partir, moi, je me dirais dans une première phase, c'est vraiment 5 6 ans. Vraiment de bien se poser dans ce que l'on fait, de maîtriser ce que l'on fait, et à partir de là, de partir. Parce que autant d'autres personnes, effectivement, parce qu'ils ne se sentent pas valorisés, au bout de 2 ans, elles se disent, ouais, c'est bon, moi je pars, on ne me valorise pas assez. Mais non, il faut pouvoir être d'abord assise dans dans le domaine technique dans lequel on est. Après, on peut partir très tôt parce qu'on se dit qu'en fait, finalement, la voie que je veux, c'est pas celle-là. Ça, c'est Mmh mh. différent. Mais si c'est la voie que l'on veut, dans laquelle on veut aller, honnêtement, prenez le temps de supporter pendant 5 ans pour être au moins être sûr, vraiment, de consolider sa technicité, d'être sûr qu'au bout de 5 ans, je maîtrise mon sujet, d'accord? Parce que vraiment, nous aussi, les jeunes, là, vraiment, moi, j'ai rencontré une jeune fille, j'espère qu'elle n'écoutera pas ce podcast, je te demande pardon, qui, qui vit en France, et qui estime que tous les 2 ans, elle change d'employeur. Et elle gagne parce qu'effectivement, à chaque fois qu'elle change d'employeur, elle a une augmentation de rémunération. 2 ans aussi, c'est trop court. 2 ans, c'est trop court. 2 ans dans une entreprise, qu'est-ce que tu as appris? 2 ans, c'est à peine tu as été assise, tu as essayé de réseauter, mais tu n'as pas été bon techniquement. D'accord? Mmh. Donc, il faut vraiment trouver quand même le temps et décider de partir lorsque, au fond, on sent que l'on est déjà bon techniquement, on sent qu'on n'est pas valorisé. OK, d'accord. C'est très, très important ce que tu viens de dire. Le fait de consolider d'abord sa technicité avant de partir. Mais du coup, je me demande pour la suite. Quand tu commences à penser à partir, qu'est-ce que tu mets en place? Comment tu commences à chercher? Tu cherches où? Tu appelles tes anciens camarades? Comment est-ce que tu commences à te dire: «OK, je vise telle entreprise» ou même comment savoir quelle entreprise viser? Comment est-ce que tu te prépares à partir? Alors moi, j'avoue que ce poste m'est tombé dessus.
Donc, c'était vraiment on m'a débauché, comme on dit. Euh, L'entreprise était dans le même immeuble que moi. Donc, j'ai commencé à discuter avec. C'est là on vous dit les réseaux. Faut parler. Parce que dans l'immeuble, il y avait le directeur général. Et donc, de temps en temps, je discutais avec lui parce que je le voyais. On se retrouvait dans l'ascenseur. Et donc, en discutant avec lui, il m'a fait part du fait qu'il cherchait un RAF à l'époque. Et donc, l'option m'est tombée dessus. C'était pas d'abord ce que je recherchais au départ. Je voulais partir, mais c'était pas, je m'étais pas assise sur une réelle recherche. Et donc, il m'en a parlé. J'ai trouvé le projet assez intéressant parce que c'était une entreprise d'État et je trouvais que donner un peu ma pierre à l'édifice dans le public, je trouvais ça très intéressant. Et dans le plan aussi que j'avais plus tard, qui était de participer un peu à des audits de structures publiques, je trouvais que ça restait un peu plus ou moins cohérent. Parce que j'avais quand même un plan, hein, un plan de vie quand même. Mon plan de vie, c'était quand même, ça a toujours été, c'est toujours, c'est d'avoir mon cabinet d'expertise comptable que je gère. Donc, même si c'est dans un cabinet international, mais au moins que je gère. Et quand tu gères un cabinet d'expertise comptable, dans les clients auxquels je conseille, je pensais forcément à une société publique. Voilà, et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que justement le réseau, c'est le réseau là qui permet de souvent tenir des opportunités. J'aurais jamais parlé à ce monsieur dans l'ascenseur, j'aurais jamais eu cette opportunité de travailler avec lui. D'accord, OK. OK, très bien. Tu as parlé de tes études et j'aimerais bien embrayer là-dessus. À quel point est-ce que c'est important d'avoir, son DSCG, c'est DSCG, hein? En tant que, expert comptable, en tout cas pour travailler dans les cabinets d'audit, à quel point est-ce que c'est important? Est-ce que tu as dû l'avoir, l'obtenir avant de commencer à travailler ou, ça s'est fait en plusieurs étapes? Alors, le diplôme d'expertise comptable, c'est un diplôme qu'on dit difficile. Au Gabon, on est 30 officiellement qui ont ce diplôme. Et encore dans les 30, il n'y en a pas beaucoup qui ont le diplôme, beaucoup. Il y en a, on va dire, 60% ou 70% ont le diplôme français. Donc le diplôme français est assez complexe. Il se structure en plusieurs parties. Une première partie qui est un bac+5, donc bac+5 qui est le DSCG. Et ensuite, une deuxième partie qui est la partie pratique, qui est le fait de faire 3 ans en cabinet. Et au bout de ces 3 ans, tu as ton diplôme d'expertise comptable, qui est là encore une UV hein, que tu passes. Hein. Enfin, c'est des UV que tu passes, le diplôme d'expertise comptable. Et après les 3 ans, il y a la partie technique. Et là encore, c'est un diplôme que l'on passe. Hein, des 3 UV, c'est là le plus... C'est pas le diplôme le plus difficile. Le DSCG, il est quand même complexe. Le DEC, c'est 3 UV qui sont quand même hard, mais on peut le gérer. Mais bien sûr, il y a beaucoup qui ne l'ont pas. Hein. Arrivés, ils ont le DSCG, mais ils n'ont pas le DEC. Et puis moi, j'ai eu l'opportunité de le faire enceinte. Et anecdote hyper marrante. Le DEC, tu as l'occasion d'avoir de la documentation. La documentation est permise. Alors, si tu vois comment les gens viennent passer les diplômes, mais je te dis que pratiquement, il y a des gens qui viennent avec 3 valises. Ne crois pas que je suis en train de te blaguer. Ou même avec des cantines. Cantines, je te Waouh! dis, des cantines. Donc, voilà, c'est comme ça que ce diplôme. Et moi, j'étais enceinte avec mes valises. Heureusement que j'ai un ami qui m'avait aidée. Donc voilà, quoi. J'avais pris juste une seule valise. Et donc, Attends, enceinte, vous avez droit à toutes ces affaires, mais c'est sur combien de temps l'épreuve? il y a une grosse épreuve qui est sur 5 heures, qui est une épreuve vraiment technique, vraiment pratique. Hein. On te donne un cas en te disant, écoute, je te prends un exemple, un client vient te demander si la fiche de paye doit inclure telle ou telle taxe. Et on te dit alors, en tant qu'expert comptable, qu'est-ce que tu proposes? Donc, vraiment, on te met en condition de ton métier. Effectivement, quand un client vient vers moi, il va me poser son problème. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de la documentation et je vais chercher. Et donc, l'objectif de cette UV, c'est vraiment de t'apprendre à chercher dans les données, dans les informations. Et il y a des gens, mais en fait, ça sert à rien.
ça sert à rien. Tu amènes trois, quatre livres et puis c'est bon. Vraiment, le principe, vraiment, je te dis qu'il y a des gens qui ont amené des cantines, mais tu t'embrouilles. Tu as 5 heures, hein. Mmh. Donc, Mmh. si tu prends trop de temps à chercher, alors que non, non, Tu perds du voilà. Donc c'est ça donc l'importance, enfin je pense avoir donné le cursus. Donc l'importance, le dernier, le sésame, c'est le diplôme d'expertise comptable. Pardon, l'expertise comptable. Donc le sésame, c'est le diplôme d'expertise comptable. Et ce diplôme d'expertise comptable te permet d'exercer et de t'inscrire. d'accord, mais du coup, de on and off, j'ai l'impression que c'est très long finalement, comme étude. Alors déjà, le diplôme d'expertise comptable, c'est vraiment une procédure réglementée. Donc, c'est comme les médecins. Et on nous appelle les médecins de l'entreprise. C'est comme les médecins. Et puis même anecdote, en réalité, moi, je voulais être médecin. À la base, quand j'ai eu mon diplôme, j'étais un diplôme D. Donc, je voulais faire de la médecine. C'est juste que, comme j'avais 17 ans et que je cherchais l'argent, et qu'on m'a dit que c'est dans la finance qu'il y a l'argent, c'est pour ça que je suis partie là-bas. Tu sais, les gens qui te conseillent Fallait mal, là, soigner quand les tu, chiffres. quand tu, ah, les gens qui te conseillent mal, là, non, 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 en médecine, là-bas, toi aussi, tu vas faire quoi? Tu veux sauver les gens, laisse. Là-bas, il n'y a pas l'argent. Va là où il y a l'argent. Et donc, effectivement, comme je voulais faire médecine, j'avais les capacités de faire médecine, et j'ai un ami qui est vraiment très important dans ma vie, qui, quand je lui ai dit, écoute, je veux plus faire médecine, je veux faire gestion, il m'a dit, ok, d'accord. Pour moi, c'est un choix que je comprends pas. Mais si tu dois le faire, il faut que tu ailles le plus haut niveau. Et le plus haut niveau qu'il y a, c'est expert comptable. Donc, je t'encourage vraiment à faire de l'expertise comptable. Et donc, voilà. Donc, je crois que j'avais déjà vocation depuis à faire des longues études. Comme j'ai raté médecine, là, je me suis dit, non, moi, je dois faire les longues études jusqu'à. Et puis, donc, J'ai compris. effectivement, mais c'est ça. Et Je dois et dire pour aux toi, gens que je suis docteur. quand même, quand même, quand Tu même. sais? Une experte et du coup, pour avoir, ce label d'experte, ça t'a pris combien de temps? C'est ça. Là, tu veux me dire que j'ai redoublé, j'ai repris, j'ai ceci, Non, j'ai cela, mais les bails. il faut Mais édifier tu le as raison. temps. Mais tu as raison que l'on en parle parce que beaucoup se remettent trop en question et ne tentent même pas, alors que c'est pas linéaire. Moi, j'ai des personnes, je connais des personnes. Alors moi, j'ai eu ça, je vais dire, c'était 8 ans d'études. Je pense que je l'ai eu en 12 ans. D'accord? En 12 ans, je crois que je l'ai eu. Il y a des personnes qui l'ont 20 ans, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des personnes qui ont eu l'expérience, qui ont fait par exemple le DSCG, d'accord, pendant 5 ans. Ensuite, ils se sont concentrés sur l'expertise comptable, le cabinet, et ils ont vu que ça ne leur permettait pas d'évoluer, en fait. Et donc, ils reviennent en faisant l'expertise comptable, mais comme l'expertise comptable, c'est prenant, avec la vie personnelle, qui en fait au fond, font presque une UV par an, alors qu'il y en a 3. Donc, si tu fais une UV, et en plus c'est une UV chaque année, tu reprends. Si tu l'as pas, tu reprends. Donc, il y a des personnes qui l'ont pendant 20 ans. Donc, moi, je l'ai eu en 12 ans. Euh, et il y en a d'autres qui se consacrent, qui se disent, bon, moi, je fais ma partie théorique, qui se disent, oh, c'est trop long de faire les 3 ans de stage. Euh, moi, je préfère aller direct, mais qui après, c'est tellement compliqué d'évoluer, Mmh. se lancent dans ça et finalement, qui ont leur diplôme au bout de, voilà, ils ont 50 ans. Moi, j'ai mon associé de l'époque qu'il a eu, je crois qu'il a eu à 48 ans ou 49 ans, alors qu'il était associé déjà d'un grand cabinet. Mais effectivement, il était quand même plafonné sur certaines choses pour pouvoir évoluer. Donc, il a fait son diplôme d'expertise comptable. Donc, OK. lorsque l'on veut aussi évoluer, et ça, c'est aussi un gros conseil que je donne, trop de personnes s'arrêtent à un certain niveau parce qu'ils se disent, je suis fatigué. Je suis fatiguée, j'ai pas envie. Mais en fait, quand on se lance dans un cursus, et vraiment, je remercie la personne qui m'a dit de faire l'expertise comptable, il faut aller au bout de ce cursus pour être au bout de la chaîne, justement. Pour être associé dans un cabinet d'expertise comptable, il faut être expert comptable. Si c'est l'ambition, il faut vraiment se donner les moyens. Il faut pas beaucoup, hein, j'en connais beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont encore à bac+5 parce que ça les fatigue de continuer. Et après, pour évoluer, c'est difficile. Difficile. Mais du coup, comment est-ce que tu as fait pour garder la motivation malgré,
les longues études parce qu'effectivement, il y a les aléas de la vie, le temps passant, chemin faisant, on peut avoir le désir de construire sa famille, enfin, beaucoup de choses finalement qui construisent nos vies, qui peuvent venir mettre un frein ou mettre une pause à ce projet. Comment est-ce que tu restes motivé? Complètement, hein, complètement. Franchement, je ne, ne dénombre pas le nombre de personnes, de femmes, même surtout de femmes, je vais dire de femmes, surtout de femmes, qui ont abandonné parce que c'était trop compliqué de gérer vie professionnelle, vie personnelle. Moi, je suis déjà issue d'une famille où les études, ça a toujours été extrêmement important. Donc pour moi, commencer quelque chose et sans le finir, c'était pour moi pas possible. Et puis aussi, si c'est peut-être des mauvaises qualités ou positifs, l'orgueil. Je ne pouvais pas commencer quelque chose sans aller au bout. Et puis, et puis voilà, et puis tu vois en cabinet, tu vois que tu fais la différence quand tu as l'expertise comptable. Les autres Mm, n'ont pas, toi tu as. Donc mm, bon, pourquoi moi je mm. n'aurais pas? Et Bon, puis voilà, on est c'était vraiment dans la thématique là. Comment se distinguer, comment se démarquer? se distinguer. Et c'est ça. Moi, pour moi, c'était un atout de distinction de me dire que j'ai une expertise comptable dans un environnement où il n'y a pas beaucoup d'experts comptables. Donc, pour moi, c'était une reconnaissance. Donc, il fallait que je le fasse. Et je l'ai fait. Et je me souviens même quand je suis partie de mon premier cabinet, je suis partie de mon cabinet pour l'entreprise, mon associé me donnait pas. Ah non, pour lui, il était convaincu que j'allais laisser tomber. Il était convaincu. Et lorsque j'ai eu mon diplôme d'expertise comptable, il était mais surpris parce que une fois que tu sors souvent du cabinet, comme il n'y a plus ce rythme, et souvent plus cette pression. En fait, il savait pas que dans mon cœur, j'avais déjà ma vision. Il savait pas que moi, ma vision, c'était faire mon expertise comptable et avoir un cabinet, en fait. Lui, il pensait que j'allais en entreprise pour y finir, que c'était... Mais non, moi, pour moi, l'entreprise était plutôt un moyen de jumper, un moyen d'évoluer, en fait. Donc, c'était pas là ma carrière. Donc c'est comme ça que j'ai Là encore continué. stratégie. Là encore stratégie, parce Stratégie, qu'effectivement, tu pure es parti stratégie. dans un rythme un peu plus posé pour trouver un tremplin pour C'est ça, finaliser ce diplôme et ensuite exactement. rebondir sur des postes beaucoup plus intéressants. En tout cas, waouh. Ok. Plus intéressant et une meilleure notoriété. Vraiment, j'ai eu mon diplôme en 2017. J'étais jeune, enfin, je faisais partie des jeunes, il y en a, hein, il y a d'autres jeunes, mais je faisais partie des jeunes qui avaient un diplôme que beaucoup étaient plutôt des âges de 45 à 50 ans. Donc, une grosse fierté, et puis grosse fierté de rentrer dans cette petite famille. OK. Donc on note que, avoir le diplôme, en tout cas aller jusqu'au bout des études, ça rend effectivement ça rend compétitif et ça distingue dans ce type d'environnement. Parce que encore une fois, tu as dit au début qu'il n'y avait qu'une poignée, d'experts comptables, à peu près une trentaine. On peut comprendre que c'est c'est très élitiste, hein, effectivement. Mais en dehors du diplôme d'expertise comptable, est-ce qu'il y a d'autres, certifications que tu pourrais recommander, pour des personnes qui, bon, ne sont pas encore certaines qu'elles veulent aller jusqu'au bout ou qu'elles peuvent aller jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a d'autres certifications qu'elles peuvent passer? Se dire, euh, l'expertise comptable, c'est parce que je me suis mise à l'intérieur, que effectivement je voulais aller au bout euh, de ça, d'accord? Mais il existe plein d'autres choses. Moi, je parle là en tant qu'expert comptable, mais si c'était dans un autre domaine, il faut simplement avoir le diplôme ou la compétence qui vous différencie. En fait, c'est ce qu'il faut apprendre à cultiver. Moi, j'ai un ami qui est dans les assurances, qui est commercial et qui se plaint de ne pas évoluer. Je lui ai dit, écoute, moi je pense que tu devrais ajouter à ton diplôme que tu as déjà un MBA, quelque chose en plus qui va te différencier par rapport à un autre pour que tu puisses évoluer et pour surtout aussi que tes employeurs, et là je parle des employeurs, hein, là je parle vraiment en termes de carrière, je parle pas en termes d'entrepreneuriat, on pourra en parler, mais en termes de carrière,
il faut quelque chose qui te différencie. Dans les assurances, par exemple, s'il y a un diplôme, souvent c'est l'actuariat, par exemple, actuaire, parce que c'est très, très, très compliqué, être actuaire, il faut, quand on veut évoluer, il faut avoir le courage de se dire, OK, je veux évoluer, j'ai mon diplôme, mais je sais qu'en fait, il y a un diplôme qui est plus valorisé que le mien. Il y a une compétence qui est plus valorisée que la mienne, que ce que j'ai là maintenant. Essayons de faire ça pour que j'ai ça en plus. Donc, je ne vais pas conseiller de certification particulière sur l'expertise comptable, mais je dirais que dans son domaine, il faut pouvoir se renseigner sur quelle est la certification qui a le plus de valeur sur le marché et essayer donc de l'avoir en fait pour pouvoir évoluer. Parce que beaucoup se contentent et se disent que c'est l'expérience qui fait tout. Oui, l'expérience fait. Et je vous dis, surtout dans notre milieu francophone, on nous reproche ça, les gens nous reprochent ça, les anglophones nous reprochent ça. Mais dans notre milieu francophone, le papier parle. Le papier parle beaucoup. Il ne parle pas, c'est pas l'essentiel, il n'est pas le seul à parler. Mais en tout cas, pour accéder à une opportunité, pour qu'on puisse déjà vous tester, il y a le papier qui compte. Donc, moi, je conseillerais vraiment à toutes les personnes dans chacun des domaines. Si vous êtes dans un domaine, là, j'ai cité les assurances, la médecine, n'en parlons pas de médecine. Et je vais prendre cet exemple. Un médecin, il y a un médecin généraliste, oui. Et maintenant, pour arriver à autre chose, vous voyez que des personnes se spécialisent. Pourquoi les gens ne restent pas? La médecine, c'est fatigant, hein. Pourquoi les gens ne s'arrêtent pas juste à la médecine générale? Parce qu'ils voient aussi que non seulement ils aiment, parce qu'il y a une spécialité qu'il faut, ils aiment faire une spécialité particulièrement, mais souvent aussi pour se différencier, pour pouvoir aller sur quelque chose de beaucoup plus spécifique, ben, ils vont aller sur de la spécialité. Donc, c'est un de mes conseils sur les certificats, vraiment de chercher le certificat qui apporte de la valeur ajoutée. Et je parle en l'occurrence, et on parle souvent des MBA. Les gens se disent, oui, mais MBA, c'est pour dépenser de l'argent. Malheureusement, MBA, c'est vrai que c'est dépenser de l'argent. D'aucuns disent que oui, mais ça n'apporte rien. OK. Sauf que effectivement, un CV de MBA des HEC et un CV de la personne qui n'a pas le MBA HEC, qui auront sûrement les mêmes compétences, qui seront sûrement les deux les plus intelligents du monde. Bon, on va appeler HEC, celui de MBA HEC pour lui dire que voilà. Parce que il a un peu plus de chances d'être sur un poste égal, il aura un peu plus de chances d'être pris. Donc vraiment Mmh. se spécialiser ou d'avoir une des certifications les plus hautes dans son secteur. Mmh. OK, donc l'importance, de la formation continue pour rester compétitif. OK, d'accord, je note. Hem, je veux revenir aussi sur quelque chose que tu m'as dit en off, parce que quand on échangeait, on préparait cette discussion, il y avait un terme qui était revenu, c'était l'intelligence émotionnelle. Et tu m'as dit: «Il faut que les femmes, apprennent à davantage, utiliser cette intelligence émotionnelle-là». Et d'abord, je vais donner une définition, que j'ai trouvée sur internet de l'intelligence émotionnelle, qui est donc la capacité à reconnaître, à comprendre, à gérer, exprimer ses propres émotions, tout en étant capable de percevoir, comprendre et influencer les autres. Donc moi, je veux savoir, toi, en tant qu'associé, comment est-ce que tu utilises l'intelligence émotionnelle pour manager tes équipes, par exemple? Hmm. J'adore. Le thème, c'était quoi? Comment se différencier dans un monde compétitif, c'est ça? C'est ça. Comment tr oui. J'aime ce thème. Et ce thème est fait pour les femmes, en fait. Nous, les femmes, c'est comme, je vais prendre un exemple, comme le foyer. On a souvent, il y a des mariages où l'homme est fougueux, monsieur fougueux, vraiment très, très énervant, très énervé, tout ça. Mais tu vas voir qu'avec sa femme, il est toujours à calme, posé. Parce qu'en fait, nous, les femmes, on a un petit atout là. Un atout là. Et on dit l'intelligence émotionnelle. Un atout là. Que quand on sait gérer, on évolue correctement. Dans un rapport avec la hiérarchie, il y a effectivement l'intelligence émotionnelle qu'il faut savoir développer. Le Seigneur nous a dotés d'une capacité à avoir des émotions.
Si on les gère mal, effectivement, on tombe dans les clichés de la femme est ingérable, une femme chef, c'est ingérable. Mais lorsque l'on sait très bien les utiliser, on devient vraiment une force. Et quand on dit une femme arrive souvent à se sortir du lot, c'est parce qu'elle sait jouer avec son intelligence émotionnelle. Je te prends un exemple. Moi, j'ai donc un patron homme, un N+1 homme, parce que moi, je gère le bureau du Gabon, mais j'ai quelqu'un, et c'est comme ça les cabinets, il y a toujours quelqu'un qui est en haut, qui gère la zone, qui va gérer la zone CEMAC, qui va gérer, lui, la zone CEMAC, il y aura quelqu'un qui va gérer la zone Afrique. Donc, chacun a toujours un peu son palier de hiérarchie. Mais effectivement, moi, avec mon patron, j'ai des moments où je m'entends pas avec lui, j'ai des moments où je ne suis pas en accord avec lui, mais parce que je suis une femme, parce que je sais comment lui parler, pas trouver des solutions. Donc, nous, les femmes, on doit vraiment utiliser notre atout principal qui sont nos émotions. Bien sûr, dans le bon côté, parce qu'il y a aussi l'autre côté, et souvent, on est très féministe en disant qu'il y a des postes qui nous sont refusés parce que juste on est des femmes. Non, souvent c'est pas parce qu'on est des femmes, c'est parce qu'on ne sait pas gérer nos émotions de femmes qui font que on passe souvent à côté de certains postes qui sont en termes de compétences, on est au taquet, mais on sait qu'on manque, on va trop crier. Euh, tu sais aussi l'autre chose, hein, lorsque le foyer ne va pas, tu amènes aussi la problématique, ton travail. L'enfant, ça ne va pas à la maison. Tu amènes ça à ton travail. Donc, il faut savoir gérer nos émotions. Moi, ça m'intrigue ce que tu dis, Bernadette, parce qu'on est plusieurs. Et moi, j'avoue, à une certaine période, je disais ça, que je n'aime pas les managers femmes parce qu'effectivement, enfin, elles ont une manière de gérer leurs équipes qui n'est pas très agréable. Enfin, en tout cas, j'ai eu de mauvaises expériences. Donc, toi, j'espère que tes équipes n'en disent pas autant de toi, mais je veux savoir ce que tu as mis en place justement pour créer un cadre bienveillant, en tout cas, pour que ça se passe bien, pour que ça fonctionne. Qu'est-ce que tu as mis en place? Déjà, là, je vais te dire de ma position, mais en fait, ce sont mes collaborateurs, hein. Donc, sûrement que mes collaborateurs aussi doivent se dire que, mon Dieu, travailler avec une femme. Vraiment, je ne pense pas déjà, ouais, je crie pas, je ne crie pas, mais je pense que ça s'entend. Mais comme un homme, hein, je pense pas que ça se soit particulièrement entre hommes et femmes. Pour créer une ambiance saine, il y a toujours le principe euh, de s'intéresser un peu à la vie personnelle de nos collaborateurs. Le principe d'être trop professionnel met trop de barrières entre les collaborateurs et de temps en temps, poser des petites questions. Au fait, euh, une tenue, une collaboratrice, elle est bien habillée. Ah, mais Inès, t'es toute belle aujourd'hui, hein. Ce sont des éléments comme ça. Ah, oh, la dame, elle parle aussi d'autre chose. D'accord. Euh, que tu es malade, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va pas? Est-ce que non, madame, je suis malade, ok, mais ça va mieux maintenant, oui, ça va, voilà. Donc déjà cet aspect. Et je redis, on a cet atout, on est des mamans, naturellement, le Seigneur nous a vraiment dotés de ça. Et c'est ça que l'on doit souvent mettre en avant. Après, il faut toute chose à son équilibre, toute chose à son équilibre. Au materner, c'est pas la bonne chose, mais c'est un atout. Nous sommes faites ainsi. C'est comme ça que le Seigneur nous a faites. Utiliser cet atout de maman naturelle, ce n'est pas mauvais. Donc moi, dans mon environnement, c'est ce que je fais. Après, je dis pas, hein, ce sont mes collaborateurs qui pourront très bien dire si ça fonctionne ou pas, mais c'est déjà ça. Et puis l'autre intelligence émotionnelle, c'est de se dire, d'avoir l'intelligence de se dire qu'une femme ne peut pas tout faire dans toutes les situations. Moi, j'ai des situations, j'ai des événements où je préfère que ce soit un homme qui les gère à ma place, que ce soit dans le milieu professionnel ou que ce soit dans le milieu privé. Dans le milieu professionnel, il y a certains contrats. J'ai mes collaborateurs, ce sont mes N-1, donc ce sont mes collaborateurs, pour aller discuter de certains contrats. Si en face, j'ai un homme,
et que je sais que cet homme, ce sera un peu difficile avec lui, j'envoie mon collaborateur homme. Si aussi en face j'ai une femme, et nous connaissons nos émotions de femme, si j'ai en face une femme qui, quand je vais arriver, elle va peut-être penser plein de choses, se faire beaucoup d'idées avant de rester sur le professionnel, j'envoie un homme. Je vais dire, écoute, la femme que je vois là, quand je la vois comme ça là, si j'envoie une femme là, on ne va pas signer le contrat. Va, tu pars. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il n'y a qu'une femme qui peut faire ce genre de choses. Les hommes sont très, bon, va toi, vas-y, vas-y, sans appréhender toute l'intelligence Mmh. émotionnelle qu'il faut avoir, sans appréhender les émotions, sans appréhender les choses. Entre nous, les femmes, on sait comment les hommes réagissent, on sait comment les femmes réagissent, donc on sait comment jauger ça. Comment naviguer. Exactement et puis Naviguer. en anglais on dit, il faut savoir read the room, read the room. Mais est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Moi, ça m'intrigue. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter de comment, tu as pu signer un contrat comme ça ou, saisir une opportunité, comme ça grâce à cette intelligence émotionnelle-là? Oui, oui. Alors, bien sûr que j'ai des anecdotes. Et puis, je n'aime pas stigmatiser l'Afrique. J'aime pas ça. Mais, mais, Oui, mais, il y a un mais. mais. Et puis, non, je vais même pas dire l'Afrique, effectivement. Je vais dire le monde. Vous savez, signer des contrats, quand on est une femme et qu'on n'est pas très vilaine, il y a des hommes qui peuvent sous-entendre vraiment très vite basculer dans le... Basculer. Je vais rester comme ça, qui peuvent très vite basculer. Donc, quand le premier rendez-vous, je fais une présentation, je fais une présentation d'entreprise, tout ça, et que je sens qu'il y a une tendance à basculer, tout de suite, le prochain rendez-vous, c'est avec mon collaborateur homme. Automatique. Du coup, s'il doit discuter là, il va discuter avec mon collaborateur. Et ça met déjà aussi le principe de, j'envoie déjà le message que ce sera, le message est clair. D'accord? Mais il y a aussi d'autres, surtout, il y a des gens, il faut bien leur parler. Il y a des gens, c'est pas qu'ils veulent quelque chose, mais ils veulent avoir une femme en face qui leur parle. Donc, j'ai déjà eu aussi ça, où en fait, souvent les papas, souvent des personnes âgées, pour négocier, ils te disent bien non, faut toujours venir négocier, hein. Quand tu viens, tu négocies. Et puis, tu ne fais rien. Tu souris, juste sourire avec le client. Il est déjà content. Il te signe ton truc. Bien sûr, c'est de l'intelligence émotionnelle. Ce n'est pas que ça. Il y a toute la compétence qui est derrière. Mais c'est une des choses. Donc, une fois, quand ça peut être trop compliqué, je sais à qui donner. Et comme je disais, stigmatiser aussi, c'est l'autre point. On est au pays, hein. Enfin, au pays. Je vais pas dire au pays, je n'aime pas dire ça. Mais les femmes sont très souvent aussi jalouses entre eux, très souvent jalouses entre eux. Et quand elles ont un peu de pouvoir, si tu arrives avec une certaine allure, ça peut te bloquer des portes. Donc là aussi, quand je connais, hein, je me renseigne. Ah, c'est qui est directeur général là-bas? Ah, tel. Ah, ok, bon, écoute, je dis à mon collaborateur, va à ma place, va devant. Bon, c'est ça. C'est la Mmh. gestion émotionnelle. Et ça, c'est hyper important. Et ça, je pense que c'est aussi, comme je disais, hein, le fait d'avoir côtoyé plusieurs environnements qui fait que je suis consciente des réalités de mon environnement qui a fait que j'arrive là. Donc, toutes les expériences que j'ai eues m'ont permis d'arriver à gérer ça et de connaître ça et d'arriver où je suis. Et c'est vraiment un point important. Un point Absolument, important. absolument. Waouh, Je c'est prends même un exemple, hein, et c'est vraiment pas, il faut pas que je stigmatise avec l'Afrique, c'est même pas faux, c'est la notion de business, en fait. Vous savez, quand on fait des business avec des étrangers, il faut aussi comprendre avant la culture de l'étranger. C'est-à-dire, je prends les Dubaïotes, par exemple, je prends un exemple. Je viens négocier un contrat avec des Dubaïotes.
Je vais pas venir avec une mini sexy. Je sais très bien que eux, dans leur environnement, ça ne se fait pas. Forcément, j'arrive, je me couvre, vraiment, je me mets dans cette proportion. Pourtant, je viens discuter un contrat. Ça n'a absolument rien à voir au préalable. Mais en réalité, ils vont se rendre compte que, ah, attention, j'ai fait l'effort de m'adapter à ce qu'ils pouvaient ressentir lorsque je viens négocier quelque chose. Donc, et ça, souvent, ce sont les femmes. Vraiment, ça, ce sont les femmes qui arrivent à bien gérer ça. Et un gros Ah. atout, c'est vraiment l'intelligence émotionnelle. En tout cas, on a pris des notes. On a pris des notes parce que c'est super, super intéressant et applicable tout de suite. C'est vraiment se mettre aussi à la hauteur de l'autre, savoir lire, le besoin de l'autre et vraiment, s'adapter sans se compromettre, sans remettre en question ses valeurs. Mais en tout cas, marcher un peu dans son sens. On se rencontre à mi-chemin. OK, d'accord. On arrive à la fin de notre podcast. J'aimerais savoir quel conseil tu te serais donné à Bernadette plus jeune? Bernadette, qui a 20 ans, par exemple, quel conseil est-ce que tu lui aurais donné avec le recul que tu as aujourd'hui, sur ta carrière? Et alors, le premier conseil que je me donnerais, premier conseil, c'est de ne pas chercher l'argent trop vite. Premier conseil. Pourtant, quand j'ai fait mon expertise, là, c'était l'argent que je cherchais, hein, mais justement parce que je cherchais d'abord l'argent, il y a des choix que je n'ai pas mieux fait. Pour exemple, comme je disais, le fait de rester 5 ans dans une entreprise, par exemple, pour caler sa technicité. Souvent, c'est compliqué, hein, parce que 5 ans, c'est 5 ans, tu n'évolues peut-être pas financièrement. Et je me dis, à vouloir chercher trop, à évoluer trop vite, ça peut poser des problèmes plus tard. D'accord? Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est d'avoir la vision. Vraiment, alors une vision peut se changer. Vraiment, une vision peut se évoluer aussi, peut changer ou peut évoluer. Donc, je ne parle pas de vision qui reste statique, mais je dis, il faut apprendre, surtout, moi j'ai des enfants, euh, en terminale, quelqu'un doit déjà avoir au moins un plan de vie à moyen, long terme, un plan de vie, un plan de carrière, de commencer. Ce plan peut être modifié, mais apprendre à avoir une vision dans chaque chose que l'on fait. Très souvent, on a des emplois, et c'est ça en France, hein. On reçoit un emploi qui ne correspond pas du tout à ma vision. euh, et ça y est, parce que ça paye bien, allez, je saute, j'y vais. Comme ça paye bien, je saute. Mais en fait, au final, on se, on se fait des choses qui ne nous amènent pas là où on aimerait et on perd du temps. On perd du temps. Donc vraiment avoir cette vision. Moi, je prends un exemple si quelqu'un veut travailler dans le cosmétique, par exemple, mais qui reçoit un emploi d'abord sur de l'associatif. Restons d'abord focus sur ce qu'on veut faire, honnêtement, et essayer de rester focus. Je comprends qu'il faut payer des factures, mais pendant un temps, être focus. Maintenant, là, quand ça devient trop chaud financièrement, effectivement, on prend ce qu'on a, mais de toujours rester sur sa vision quand même, d'accord? De vraiment toujours rester sur sa vision, donc avoir une vision. Donc, premièrement, ne pas chercher d'abord l'argent. Deuxièmement, avoir une vision très vite pour qu'on n'accepte pas tout et n'importe quoi, d'accord? Parce que dans le chemin, là, très souvent, jeune, on n'arrive pas à faire ça. Troisièmement, là, je m'adresse aux jeunes, hein, je m'adresse aux jeunes, arriver à trouver un métier où, après 10 ans, 15 ans, on peut le faire soi-même, on peut se mettre à son compte. Vraiment, à un moment, euh, il faut pouvoir soi-même créer de la richesse. C'est pas donné à tout le monde, ça, je suis d'accord, parce que de toute façon, que serait un entrepreneur sans salarié? Mais dans sa façon d'être, si même je suis un salarié, toujours envisager dans un temps d'avoir un business à soi, en fait. Donc vraiment de développer ce côté entrepreneur. Moi, mes filles, elles sont là, j'aimerais qu'elles fassent des métiers qui, au bout de 10 ans, leur permettent d'avoir leur propre
entreprise, cabinet, ou quelque chose comme ça. Moi, c'était l'expertise comptable, donc après, j'ai mon cabinet, mais d'autres, par exemple, si on est avocat, notaire ou même dans ingénieur, je prends d'autres choses, ingénieur quelque part, mais dans l'objectif, c'est vraiment pendant 15 ans, je suis peut-être au service de quelqu'un, et après, je réfléchis à qu'est-ce que je peux faire pour moi et devenir entrepreneur. Ce n'est pas donné à tous, je suis d'accord, mais c'est bien d'avoir cette réflexion. Parce que même à 60 ans, quand on prend la retraite, c'est bien d'être retraité. Et puis, de 60 ans, on vit longtemps maintenant, hein. Donc, de Mmh. 60 ans à 81, on peut avoir son business et se développer, faire quelque chose. Donc, avoir cette vision-là, de se lancer tôt ou tard dans l'entrepreneuriat. Waouh, 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 waouh. D'accord, OK. Est-ce que tu aurais un mot pour les ripates? Ceux-là qui ont pour projet, pour ambition de rentrer un jour en Afrique? Hmm, hmm. Ah, c'est une grande chose. Déjà, je pense que c'est un peu plus à la mode. Il y a quand même beaucoup plus de personnes qui y rentrent, qui ont en tout cas cette volonté de rentrer. Avant, lorsque l'on partait faire des études, beaucoup préféraient rester. Et là, il y en a beaucoup effectivement qui veulent rentrer chez eux. Et je vais dire, c'est un parcours normal de rentrer chez soi. C'est même, comment dire, de la reconnaissance, tout simplement, déjà de base, le patriotisme, à un moment de rentrer chez soi. Soit de rentrer, soit de participer. Pas forcément de rentrer physiquement, mais soit de participer, que ce soit à travers ton podcast, par exemple, ou à travers une association, ou à travers un business que l'on fait, mais vraiment apporter sa pierre à l'édifice à, à l'Afrique. Je sais que ton podcast est vraiment très orienté Afrique, et en fait, on se surprend des autres pays. Mais en fait, c'est qui a fait les autres pays? Les pays là se sont pas faits seuls, hein, en fait. C'est les hommes. Souvent, en fait, on a l'impression qu'ils sont nés dans un pays où il y avait déjà tout ça, en fait. Mais en fait, il y avait rien. Il y avait rien. Si tu vois si tu connais l'histoire des États-Unis, les États-Unis, c'était rien. C'était rien du tout. C'est des gens qui sont venus s'installer. La même chose pour l'Afrique du Sud. Tous les pays développés, ce sont des personnes qui, dans leur petite sphère, ont apporté quelque chose, qui ont fait que ça se développe, en fait. Donc moi, j'encourage toutes les personnes noires d'origine, en tout cas, toutes les personnes d'origine qui vivent à l'étranger, d'absolument faire quelque chose pour son pays. Parce que au final, on a été par l'esclavage dépouillé. Il faut vraiment pouvoir revenir sur le continent pour que l'on puisse le développer et que ce soit d'une manière ou d'une autre. Et vraiment se dire qu'on a besoin, que l'Afrique a besoin de nous et que oui, il y a des challenges, mais il y a des challenges de partout. Que oui, il y a peut-être un niveau de vie ou un mode de vie qui est peut-être plus facile en Europe, et ça, je l'accorde. C'est vraiment sur les secteurs essentiels, notamment la santé, par exemple. Oui, il y a un mode de vie qui est meilleur dans les pays européens, c'est vrai. Oui, il y a des sacrifices à faire, mais vraiment, l'Afrique a besoin de nous et il faut toujours voir comment on peut faire pour l'aider, même si c'est pas rentré physiquement. Yes, 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 et ce sera le mot de la fin. Franchement, merci beaucoup Bernadette. On a appris tellement de choses, que ce soit le fait d'aller au bout des formations, de faire de la formation, continue et de travailler sur l'intelligence émotionnelle et le développer cela. Je pense que ce seront, les clés que moi je garde et que je prends avec moi. Merci beaucoup pour cet échange. Je vais inviter toutes nos auditrices à rester connectées, à suivre les précédents épisodes, à vous abonner sur nos différentes pages, notamment sur Instagram et sur LinkedIn. Et on se dit à bientôt pour le prochain épisode des Tiara Pro. Bientôt, Inès. Merci beaucoup.